Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Le Conseil général obligé de payer les prêtres, une affaire qui est montée jusqu'à Bercy. Alain Tienlang, le président du département, s'explique. Autre affaire liée au Conseil général, les archives départementales dans la tourmente. Sylvain-Marie Magdelaine, secrétaire général du Sud-CT, donnera son son de cloche, mais Alain Tienlang aussi pour la première partie. Les coulisses d'Alain d'Or avec Vanessa, les jus nouvelle génération en tout cas qui... jus pour la santé également, on en reparlera tout à l'heure avec Théanie. Bonsoir, ça va bien? Vous êtes en pleine forme? Très bien. On se retrouve juste après le journal tout en images, ça démarre maintenant. Médecins, dentistes ou encore pharmaciens sont appelés à garder les portes closes demain. Par l'Union nationale des professions libérales, en riposte à un projet de réforme des professions réglementées, réforme attendue en octobre. C'est une journée de mobilisation nationale qui appelle à sensibiliser le gouvernement sur des mesures qui sont prises un petit peu sans concertation de nos professions en vue d'une déréglementation. Ce projet fait partie des priorités réaffirmées à la fin du mois d'août par le président de la République et le Premier ministre. Emmanuel Macron, nouveau ministre de l'économie et de l'industrie et du numérique, a confirmé qu'elle figurait bien en première position sur sa feuille de route. Alors concrètement, nous ne sommes pas contre toutes les réformes proposées. Bien sûr, il faut aller de l'avant, mais un certain nombre de réformes s'attaquent directement au système de santé tel que vous le connaissez. Par exemple, en Guyane, vous aurez une autre répartition des pharmacies telle que vous la connaissez, qui fait quand même un petit peu notre fierté. Vous avez des pharmacies sur l'ensemble du territoire jusqu'à présent. Outre la menace sur la fin de leur monopole sur la vente des médicaments, les pharmaciens s'opposent à l'ouverture éventuelle du capital des sociétés d'exercice libéral et à l'arrivée d'actionnaires non pharmaciens dans leur officine. Alors c'est toujours à l'ordre du jour et ça nous paraît quasiment improbable pour la bonne et simple raison qu'on risque des choses terribles pour la santé, à savoir la contrefaçon. Nous avons un système bien verrouillé, un circuit que nous maîtrisons. Jusqu'à maintenant, nous n'avons très peu d'accidents de contrefaçon et encore moins de surdosage comme on le voit déjà dans certains pays, en particulier les pays anglo-saxons, qui ont ouvert justement la vente de ces médicaments en dehors des officines. C'est pour ça que nous sommes mobilisés pour expliquer notre non à la population, mais surtout au gouvernement pour que nous revenions en négociation pour expliquer les tenants et aboutissants. Certaines choses peuvent souffrir des avancées, d'autres ne peuvent pas. La présidente du syndicat des pharmaciens de Guyane a affirmé que des gardes seront assurés dans les pharmacies demain. Débrayage de 2 heures à la région Guyane. Après 3 mois de négociations et très peu de résultats, le syndicat professionnel des agents territoriaux, le SPAT, veut dénoncer ce qu'il considère des dysfonctionnements récurrents au sein de la collectivité. Il y a du personnel qui s'en va, qui est démobilisé parce qu'ils ne sont pas suffisamment pris en compte dans leurs revendications. Ils ne sont pas traités avec le respect qui leur est dû. Surtout au niveau des ressources humaines, où le personnel est maltraité. Ensuite, au niveau du service des informations en région, où il y a un système de flicage qui a été mis en place, une charte informatique qui a été votée en CTP et que tous les syndicats de la région ont dénoncé, mais que le président de région a fait fi de nos revendications et a quand même fait passer en force. Une des principales revendications reste le manque d'informations sur la mise en place de la collectivité unique. Malgré les rencontres ultérieures organisées dans le but d'éclaircir cette question, le personnel semble avoir du mal à comprendre et à imaginer le travail en conjoint avec les membres du Conseil général. Mais à l'heure actuelle, on voit que c'est difficile puisqu'on n'arrive même pas à penser d'une même manière, alors que dans un an, nous serons une seule et même collectivité. Il y a déjà des dysfonctionnements en région, dans tous les départements, parce qu'il y a une forme de management qui ne met pas l'homme au cœur des priorités de la collectivité. Et donc, pour l'avenir aussi, le souci se pose sur la collectivité unique où on ne voit pas arriver les différents dossiers aboutir à des décisions pour une mise en place d'ici un an au maximum. Les représentants de la région Guyane n'ont pas souhaité intervenir. Ils expliquent que toute discussion et échange devra se faire dans le cadre d'une rencontre organisée au préalable par la collectivité et que parmi les 4 syndicats présents à la région Guyane, seul le SPAT a décidé de manifester.
Les élections sénatoriales ont été remportées ce dimanche par Georges Patient, 250 voix, réélu dès le premier tour, et Antoine Karam, élu au second tour avec 178 voix. Ma plus grande des priorités sera de me battre pour que les collectivités locales puissent retrouver leur capacité à agir, à investir. Parce que derrière les collectivités locales, et notamment les mairies, et celles qui souffrent sur la vallée du Maroni, sur la vallée de l'Oyapock, dans tous les territoires enclavés, il faut absolument que la parole de la Guyane soit portée au plus haut niveau de l'État. Mon combat de prédilection, ça a toujours été les finances, parce que je considère que c'est l'un des problèmes majeurs pour les collectivités de Guyane, les collectivités d'outre-mer en particulier. Donc j'ai commencé un combat, je me suis fait connaître dans ce domaine sur le plan national. J'ai été chargé par le gouvernement d'établir un rapport que je viens de déposer. Il y a des pistes et des propositions de réforme sur la dotation globale de fonctionnement, sur la fiscalité et sur les ressources dont peuvent disposer les collectivités. J'entends poursuivre ce combat, poursuivre cette tâche. Jean-Étienne Antoinette est le grand perdant de cette élection. Après avoir été évincé de la mairie de Kourou, il perd son siège de sénateur. Il termine 3e du scrutin avec 133 voix. A noter que les 5 élus de Camopi n'ont pas pu participer au vote lors du premier tour suite à un retard d'avion. Pour le second tour, il a manqué des bulletins de vote. La préfecture a dû en réimprimer. La deuxième édition de la Fashion Week s'est achevée ce week-end. Pendant une semaine, de nombreuses personnalités sont venues promouvoir les métiers de la mode et de l'artisanat. Au terme de cet événement, l'heure est au bilan. Stylistes, créateurs ou couturiers ont-ils un avenir en Guyane ? Le métier est tout à fait ouvert et neuf, donc il y a de toutes les façons de la place un petit peu pour tout le monde et pour tous ceux qui veulent revenir, puisque tous les styles ne sont pas représentés en Guyane, et les sensibilités ne sont pas représentées en Guyane. Et parallèlement, il y a quand même de la clientèle pour toutes ces sensibilités-là en question. Reconnue en tant que professionnelle, Meya crée officiellement sa marque en 2010. Maintenant, elle souhaite partager son expérience et aider les nouveaux talents à se lancer. Sur le marché, il y a quand même déjà de jeunes stylistes, de jeunes talents qui existent déjà. Donc, essayons de nous occuper, en tout cas d'accompagner dans la mesure du possible ceux qui existent déjà. Et bien sûr, ça relève de l'initiative privée. Donc, ceux qui veulent arriver, bien évidemment, vont pouvoir venir à leur guise. Il y a de la place, il y a du travail. Donc, les gens peuvent effectivement venir sans crainte en Guyane. Et pour pouvoir se faire une place en Guyane, la styliste rappelle un point important dans ce métier, trouver sa propre clientèle. Dans le secteur, nous avons les contraintes qui sont liées à toute entreprise. C'est-à-dire la première chose, c'est bien évidemment définir sa cible. À partir de là, on ne peut absolument pas toucher tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment, puisqu'on a une cible vraiment qui est notre priorité. Avec une évolution constante des tendances, chaque créateur peut trouver sa place. Et pour continuer à innover, la Fashion Week est devenue un rendez-vous incontournable. Ce week-end a eu lieu le concours de court-métrage Lacheto Chivé, organisé par GECAM dans le cadre de la 2e édition du festival intitulé La Toile des Palmistes. Le but de la manifestation était de promouvoir les réalisations en audiovisuel du département. Alors cet événement, en fait, c'est montrer qu'en Guyane, on a de très belles histoires à raconter, on a des beaux décors, on a des gens qui savent travailler au niveau de l'image, que ce soit dans le cinéma ou le documentaire. Et puis, ce qu'on a envie de montrer, c'est les talents d'ici, les talents d'ailleurs, puisque cette année, on est aussi sur la Martinique et la Guadeloupe. Selon les organisateurs, le nombre d'inscriptions au concours a été inférieur à celui de l'édition précédente, mais avec une meilleure qualité. Pour participer, le court-métrage devait avoir une durée de 1 minute et 30 secondes et s'inscrire dans le thème Lacheto Chivé. Cette édition a été remportée par le court-métrage No Stress. La réaction déjà, franchement, j'y croyais pas. Parce qu'on n'était pas venu vraiment, on n'a pas participé pour gagner à la base. On a voulu faire un beau film, bien ficelé. Voilà, et je suis vraiment content et étonné quand même parce que j'ai vu des belles choses, des beaux films. Voilà. Même si avec l'arrivée des nouvelles technologies, réaliser un court-métrage semble plus facile, il est nécessaire de suivre certaines règles. Marc Barra, réalisateur, donne quelques conseils à ceux qui souhaitent entrer dans l'univers des petits et grands écrans. On a beau faire avoir une belle caméra et vous faire un film, s'il n'y a pas de scénario, ça ne sert à rien. Donc on pousse vraiment les gens à écrire toujours, à réfléchir, à écrire des histoires pour après les filmer. À mon époque, il fallait plus de moyens pour faire un film, il fallait une caméra. Mon premier court-métrage, je l'ai tourné en 16 mm, en Super 16. Donc il faut déjà 3 personnes pour faire marcher la caméra. Aujourd'hui, avec un appareil photo, sans citer de marque, avec un appareil photo
On peut faire des petits films en HD, donc les moyens sont vraiment démocratisés, on va dire, donc c'est quand même plus facile. En Guyane, il est possible de se former et d'acquérir certaines connaissances à travers des ateliers et des formations mis en place par des organismes tels que l'association Ateliers Vidéo et Multimédia de Saint-Laurent-du-Maroni. On fait surtout de l'éducation à l'image au travers de la diffusion dans le cadre de Ciné au quartier, de la formation dans le cadre d'ateliers de pratique audiovisuelle dans les écoles, mais aussi dans les collèges et dans les lycées. La prochaine édition d'Étoile des Palmistes aura lieu dans 2 ans. Le thème du concours de court-métrage de 2016 n'a pas encore été défini. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec 2 invités. Le premier invité, le président Alain-Etienne Lang, président du Conseil général. Deuxième invité, nous aurons sur notre plateau Sylvain Marie-Magdeleine, secrétaire général de Sud-CT. Mais avec le président Etienne Lang, nous allons aborder aussi la rémunération des prêtres. Vanessa et Théani. Théani nous parle des jus nouvelle génération et Vanessa, quant à elle, nous parlera des coulisses d'Alain d'Or. Très belle manifestation. On va saluer d'ailleurs les organisateurs, Jean-Pierre Caram, entre autres. Voilà, première partie. Alain-Etienne Lang, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du rendez-vous de l'info. Le Conseil général ne peut plus prendre en charge la rémunération des prêtres. C'était avant, il y a eu un long débat là-dessus, sauf que voilà que les services de l'État s'en mêlent avec la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État qui ne s'applique pas en Guyane. Donc, procédure de mandatement d'office sur ordre de Bercy. Pour faire simple, pour expliquer aux téléspectateurs, l'État prend directement sur votre compte pour payer les prêtres, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, j'ai dû constater moi-même. Alors, juste avant de répondre, moi, je voudrais connaître votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes furieux, fataliste, ou est-ce que vous allez vous battre? Non, serein, parce que c'est voilà, c'est un combat. Donc vous n'êtes pas furieux? Non, du tout pas. Ce que vous devez comprendre, c'est que j'ai constaté effectivement avec une grande surprise que le Conseil général avait 2 ordonnateurs, donc moi-même et puis le ministre de l'économie et des finances. Exact. Par conséquent, aujourd'hui, Bercy fait la démonstration que lorsque l'État veut, il peut. Et quand je dis ça, je fais la comparaison avec les mandatements d'office concernant le SDIS. J'ai été moi-même président du SDIS de 2008 à 2011 et aucun préfet n'a pu faire jouer la coercition en termes de mandatement d'office. Puisque pour le téléspectateur, il faut savoir que lorsque un mandatement est fait d'office par l'État, l'ordonnateur, donc l'exécutif, doit reprendre ses mandats. Chose qui m'a été demandée en fin de semaine par le payeur, chose que j'ai refusée. Par conséquent, ce n'est pas moi qui ai payé les prêtres, mais bien Bercy qui a ponctionné sur le budget du Conseil général. Donc aujourd'hui, face à cette situation, eh bien, vous devez comprendre que c'est un budget qui sera malmené par cette ponction, puisque le préfet doit chaque mois constater que je n'ai pas payé pour me mettre en demeure, et ensuite, puisque je vais refuser de payer, jusqu'à ce que la juridiction compétente en la matière, ou les juridictions, puisqu'il y a 3 procédures qui sont en cours en ce qui concerne les actions que je mène avec mon conseil. Il y a un appel qui a été fait par rapport à la décision du juge des référés. Il y a une action auprès du Conseil d'État. Et puis il y a une 3e action qui est en cours, qui est plus politique, s'agissant du remboursement de ce que nous avons payé. Vous osez vous mettre contre l'État? Eh bien, le Conseil général est parti. Voilà, le Conseil général, bien sûr. Le Conseil général, c'est l'État. La région, c'est l'État. Les communes, c'est l'État. Donc, nous sommes partis de l'État. Par conséquent, lorsque vous êtes en responsabilité, et là, face à cette décision qui est une décision scélérate et irresponsable de la part du gouvernement. D'ailleurs, c'est la tendance générale, même au niveau de la France. Un gouvernement qui n'est pas capable de trancher, qui est resté sourd face à cette problématique. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre que la résistance s'organise en ce qui me concerne. Donc le parallèle sera vite fait, parce que le 6 de ce mois, j'ai une réunion au sein de la MDPH où j'ai invité tous les partenaires de la MDPH de bien vouloir constater que la MDPH est en cessation de paiement. Donc je l'annonce sur votre plateau, c'est un scoop. Voilà, et je dois rappeler que face à cela, les salaires du mois d'octobre ne seront pas payés, puisque l'État nous doit près de 971 000 €. Voilà. Donc aujourd'hui, le gouvernement devra nous faire la démonstration qu'il est capable de prendre ses responsabilités sur des obligations légales, puisque je rappelle que la question des prêtres pose 2 problèmes. C'est un problème d'ordre financier et un problème d'ordre de déontologie confessionnelle. Aujourd'hui, moi-même, je suis contribuable. Vous avez les témoins de Jéhovah qui ne participent pas à aucun vote,
mais qui sont tout de même contribuables. Vous avez les adventistes qui sont contribuables, vous avez les fidèles du culte musulman. Par conséquent, je ne peux pas accepter le fait que la contribution publique puisse rémunérer des prêtres lorsque cela ne se fait nulle part ailleurs. En Alsace-Moselle, la population est pour. Aujourd'hui, si la population était contre cette décision, j'aurais pris une volée de bois vert. On en reparle tout à l'heure avec Vanessa qui aura une question là-dessus pour vous. Si la loi ne s'applique pas en Guyane, à qui la faute, Alain Diallo? Eh bien, c'est à la faute de l'État, parce que je rappelle que lorsqu'on me dit que c'est le concordat, alors c'est un flou artistique autour de cette situation. Lorsqu'on me dit que c'est le concordat qui s'applique, si le concordat s'appliquait, il l'aurait été pour toutes les confessions. Par conséquent, ce n'est pas le cas. En Alsace-Moselle, c'est le ministère de l'Intérieur qui rémunère les prêtres à hauteur de 50 millions d'euros. Donc tous les cultes sont pris en charge et il n'y a pas que le culte catholique. Et c'est ce qui est gênant ici, en fait. Donc si le concordat était appliqué, ça l'aurait été pour l'ensemble des confessions. Ce n'est pas le cas. D'autre part, c'est un problème un autre problème qui se pose, c'est que la loi de 1905, lorsqu'elle a été votée sur la séparation de l'Église et de l'État, n'a jamais été appliquée ici. On ne sait pas pourquoi. Alors certains avancent le fait que... Il y a des historiens qui ont dit des choses là-dessus? Une commission locale composée d'élus à l'époque aurait accepté donc de maintenir cette situation qui est incongrue et on n'y a pas de pour ma part, qui est irréaliste actuellement, au moment où l'État appelle à faire des économies. Par conséquent, ce que vous devez retenir en tout cas, c'est que la résistance s'organise à mon niveau. Elle se fera dans la sérénité, avec un premier dossier qui concerne l'État, c'est la question de la cessation de paiement de la maison départementale des personnes en situation de handicap. Et là, l'État devra faire la démonstration que les missions publiques soit sont plus importantes que le paiement ou la prise en charge des prêtres, ou soit que la question de la rémunération des prêtres est beaucoup plus importante que nos missions légales. Justement, on a une question là-dessus. Théanie. Quelles sont les économies que vous pourriez faire en restant sur votre position et à qui justement pourraient bénéficier ces économies? Eh bien, il n'y a pas d'économie, nous sommes déjà en difficulté. Je rappelle que nous avons atteint l'effet ciseau en ce qui concerne nos budgets, dès lors que nos charges dépassent les recettes que nous avons. C'est le cas face à une démographie galopante. Je suis déjà intervenu sur pas mal de dossiers. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'avec l'État, vous devez à chaque fois sortir le couteau. Ça a été le cas sur les 17,5 millions donc sur les collèges, alors que l'État s'était engagé à travers le contrat de projet État-région 2007-2013. C'est encore le cas avec la question des prêtres. Moi, je pense que lorsqu'on est dans l'action publique, on doit être responsable. En tout cas, c'est le sens de mon intervention ce soir. Et je dois vous dire que la grande surprise, c'est de constater que le Conseil général, aujourd'hui, a 2 ordonnateurs. Donc, le deuxième ordonnateur devra s'assurer que le salaire du personnel de la MDPH sera payé, à la fin du mois d'octobre, puisque l'année dernière, nous sommes intervenus à hauteur de 300 000 € sur une intervention exceptionnelle, chose que nous ne pouvons pas faire cette année, puisque je le rappelle, les 1 million d'euros, c'est un lapsus révélateur sans doute, donc d'euros qui étaient consacrés aux prêtres, ont été transférés aux SDIS pour l'embauche des 23 sapeurs-pompiers. Donc aujourd'hui, j'ai un budget que je peux qui est déjà annoncé comme étant déséquilibré pour la fin de l'année. Par conséquent, chacun devra prendre ses responsabilités. Bercy, la sienne. Moi, en tout cas, je prends la mienne dès ce soir, en vous disant qu'il y a un premier dossier qui concerne l'État que nous devons régler. C'est la question de la rémunération du personnel de la MDPH. Donc, vous n'êtes ni furieux ni fataliste, vous êtes au combat. Tout à fait. Vanessa. Peut-être que certaines âmes chrétiennes peuvent vous en vouloir. Donc déjà, êtes-vous catholique et croyant? Ensuite, que pensent les personnes que vous avez sûrement pu croiser qui fréquentent les églises de Guyane de votre positionnement? Eh bien, vos confrères de France Guyane ont fait 2 sondages à ce sujet. Donc, vous pouvez reprendre ces sondages. Près de 60%, 58%, et les 2 sondages donnaient le même résultat. Lorsque j'ai refusé d'exécuter la décision de justice au mois de juin, et lorsque nous avons pris la décision d'arrêter la rémunération. À 2 reprises, 58% des personnes interrogées étaient sur la position du Conseil général, estimant que la contribution publique ne pouvait pas intervenir pour la prise en charge du salaire des prêtres. Je ne suis pas contre le salaire des prêtres, sauf que ce n'est pas à la contribution publique de supporter cette charge. Donc aujourd'hui, lorsque vous me demandez est-ce que je suis catholique, je suis chrétien en tout cas, pour ma part, et personne n'a comme je le dis, personne n'a le monopole de l'amour de Dieu, en tout cas. Et pour ma part, toutes les religions sont respectables. Par conséquent, ce n'est pas un problème confessionnel qui se pose ce soir, c'est véritablement un problème politique sur le fait que le Conseil général n'a pas cette mission légale que de rémunérer les prêtres.
Aujourd'hui, face à des difficultés que je rencontre sur les personnes âgées, face à des difficultés que je rencontre sur la scolarisation des élèves en collège, face à des difficultés que je rencontre sur la prise en charge de l'enfance en danger et face aux difficultés actuelles de la maison départementale des personnes handicapées, de la petite enfance, eh bien, je ne peux pas me payer le luxe de payer les prêtres lorsque je ne peux pas prendre en charge ces obligations légales. Est-ce qu'on vous a donné une raison valable? Est-ce qu'on vous a donné une raison valable pour que, encore aujourd'hui en Guyane, les salaires soient payés par la région? Et le département. Et par le département. Non, il n'y a pas de raison valable. C'est bien pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la décision de Bercy est une décision irresponsable. Et donc, on verra la suite. On va suivre cette affaire de très très près, en tout cas, sur ATG. Autre problème, décidément, après la Fashion Week, parce qu'on sait que le Conseil général a poussé à cette Fashion Week où ça s'est très très bien passé. On va y revenir. Allez, le lendemain de la Fashion Week, il y a tous les problèmes qui reviennent sur vos bureaux, mais ça, vous avez l'habitude, c'est tous les jours. Problème de dysfonctionnement des archives départementales. Du point de vue du public, cela paraît un peu flou. Président Thierry Long, quel est le fond du problème? Quelle solution? On en parle dans quelques instants. C'est quoi le problème à la base? À la base, les archives ont toujours fonctionné de façon féodale. À mon arrivée dès 2008, j'ai été contacté par Madame la directrice des Archives de France, puisque nous avons cette délégation que d'assurer la conservation du patrimoine national, partie du patrimoine national, puisque les archives de Guyane font partie du patrimoine national. Tout à fait. Par conséquent, c'est une délégation qui nous est donnée par le législateur, où le directeur ou la directrice des archives, en l'occurrence la directrice, est un personnel d'État mis à disposition du Conseil général. Et donc ça, c'est prévu par la loi. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ce qui se passait déjà lorsque je suis arrivé, c'est-à-dire une situation de féodalité. D'ailleurs, si vous allez sur le site de vos confrères France Guyane qui ont pu se procurer ce rapport, vous allez voir que les dysfonctionnements persistaient. Par conséquent, lorsque je suis arrivé, j'ai fait un certain nombre de démarches entre Paris et Cayenne, puisque la directrice des Archives de France m'avait annoncé que l'État avait pris pour décision de rapatrier toutes les archives de Guyane à Aix-en-Provence, chose que je ne pouvais pas accepter politiquement. Donc, un certain nombre de choses ont été arrêtées, en tout cas, et les démarches qui ont commencé depuis 2008 se concrétisent aujourd'hui, avec la construction déjà des archives départementales qui font partie du projet Centre des mémoires et des cultures de Guyane, derrière vos confrères de Guyane Première. Tout à fait. Et là, c'est un premier pas. Entre-temps, les syndicats devraient être contents alors. Entre-temps, les agents ont été surtout invités à se mobiliser autour de ce projet, qui donc c'est un projet qui monte à près de 20 millions d'euros. Donc c'est un projet colossal sur l'ensemble du projet du Centre des mémoires qui se monte à près de 60 millions d'euros. Pourquoi les agents se plaignent? Aujourd'hui, force est de constater que moi, face à cette féodalité, puisque comme je l'ai dit, j'ai toujours cherché à apaiser la situation, puisqu'on m'avait demandé de déplacer 2 agents à l'époque. Chose que je n'ai pas fait parce que j'ai considéré que ces agents avaient un métier, parce que lorsque vous êtes aux archives, ce n'est pas une conservation comme ça. C'est un travail scientifique. D'ailleurs, c'est le rôle de la directrice que de faire en sorte à ce que le contrôle scientifique soit assuré, et les agents qui sont aux archives ont des métiers. Pourquoi se plaignent-ils? C'est la reliure. Donc, ce sont des agents pour la majorité, ce ne sont pas tous les agents, bien sûr. Oui, bien sûr. Certains agents refusent l'autorité, refusent la hiérarchie, ont toujours fonctionné en termes d'autonomie. Les archives n'ont jamais été considérées par ces agents comme étant partie du Conseil général. Donc aujourd'hui, face à cette culture, il était de mon devoir de mettre en œuvre un certain nombre d'actions, ce que j'ai fait. Donc, la dernière réunion que j'ai eue, c'était sur le projet des archives, c'était le 25 juillet de cette année, où j'ai demandé à chacun de s'engager dans ce projet. Force est de constater qu'à mon retour, eh bien, un journaliste m'a contacté pour me dire que des documents étaient en vente sur le web. Oui. Une première plainte avait été déposée contre l'ancien directeur donc, des archives qui occupait un appartement où on a trouvé des documents d'archives. Une deuxième plainte a été déposée lorsque ce journaliste m'a contacté. Aujourd'hui, nous avons 2 plaintes. Donc, face à ça, j'ai demandé à ce que chacun comprenne qu'il y a une mission de service public, qu'il y a des usagers au bout. Et partant du fait que certains agents, justement, refusent toujours l'autorité de la directrice, je les ai déplacés. Donc aujourd'hui, face à ça, eh bien, ce à quoi je m'attends, c'est que tout le monde
rentre dans les rangs en termes de mission de service public. Et je dois d'ores et déjà vous dire qu'un comité d'hygiène et de sécurité sur les archives est prévu le 13 octobre à la demande des syndicats. Et donc, je pense bien que nous allons faire le point sur l'évolution de ce dossier. Mais comme je l'ai déjà dit, moi, en ce qui me concerne, j'ai pris mes responsabilités en faisant en sorte à ce que la situation soit apaisée. Comme je constate que certains agents refusent cela, eh bien, aujourd'hui, j'ai commencé par des déplacements. Et si ces agents ne comprennent pas qu'il y a une mission de service public, eh bien, sans doute que cela va aboutir, sans doute, le cas échéant, à des radiations de la liste des agents du Conseil général. Alors, on a dépassé un petit peu sur le timing, mais je vous ai laissé vous exprimer parce que vous êtes déplacé sur le plateau. C'était bien pour avoir quelques explications. Pourquoi je vous ai laissé vous exprimer? Parce que tout à l'heure, Sylvain Marie-Magdeleine, secrétaire général de Sud-CT, sûrement pourra commenter vos propos tout à l'heure. Alain Tianlang, merci en tout cas d'être venu pour nous parler notamment de la rémunération des prêtres et aussi du problème de fond, hein, on va en parler tout à l'heure avec notre deuxième invité, autour des archives départementales. Affaire à suivre sur les deux aspects, sur les deux questions de toutes les façons de ce soir. Les caméras d'ATG vont suivre ça de très très près. Alain Tianlang, merci beaucoup. Allez, sans plus tarder. Dom Lacazotte, le rendez-vous de ce soir, on regarde. Il y a beaucoup de monde qui a parlé de Korosoni, il a parlé de Korosoni par rapport à Creek Kanzler. Mais parce qu'il y a un site qui est assez bien aménagé, et puis il me semble qu'il y a seul creek qui est chaud en Guyane, tout rochaillé fret. À présent, nous pouvons compter quoi, de 4, 6 cases qui habitaient. À part de Korosoni, avant Korosoni était plus grand que Sinamari. Pour nous, grands-parents, pour nos parents, habitation a été une bête qui, pour eux, il n'y a pas d'habitation encore. Après, nous chercher tout ça qui est bureau, après, nous avons un bureau. Un cochon qui a mangé naturel, qui a mangé dans le bois, qui pollution et qui a apporté de plus, qui ça qui a mangé dans le bois. Moi, je suis homme politique, je suis ça là, ça là. Je suis ça parce que je suis senti bata, pas te caler, comment je suis y aller. Tout ça, comment je me rappelle HLM. Cochon industriel. Non, je me dis bien pas cochon industriel. Parce qu'à seul côté, moi en France, il y a quelques parquets. Cochon, ou les étages. Nous n'avons pas assez d'hommes politiques issus d'habitation. Après, nous les faisons pour elle. Ou bien c'est une bête. Il est peut-être pas fier. Parce qu'il t'a dit au Korosoni, moi, je dit mon trop poisson. Mais il y a ça, il y a des Korosoni et trop poisson. Il n'y a pas les dit, il y a une dégradation, il y a pas bien. Mais moi, je revendiqué là. Je vais t'expliquer tout l'autre, tu viens de madame ici. Même si je suis indécis, il y a tout oui. Ah, j'aime bien la chute. Franchement, à suivre ce soir, donc Dom Lacazotte à 20h en prime, Korosoni à Sinamari, bien sûr, présenté par Dominique Nugent. Vanessa, ce week-end, Vanessa, vous étiez au Lindor. Expliquez-nous. Et oui, il y a un jingle. Vas-y. Oui, Gilles, le week-end dernier, il fallait être soit à la place des Palmistes, soit aux Zéphyrs. Donc, nous avons été aux deux événements. Mais ce soir, je vous propose de revivre les Lindor côté coulisses avec l'interview notamment du grand gagnant Lovaja et de l'invité surprise Warren. On y va. Par les professionnels du pays, par mes pairs, et bon, c'est un honneur pour moi d'avoir été déjà nominé et de faire cette représentation aujourd'hui. Depuis le premier morceau lancé, la Guyane Belle, donc le public qui suit, après l'album est sorti en novembre, donc ils ont encore accroché. Je pense qu'il n'y a pas encore tout le monde qui sait que j'ai un album, donc du coup ils ont du mal un peu à s'y accrocher, mais en vérité, de fil en aiguille que les gens ils découvrent l'album, ils disent ah ok d'accord, on ne savait pas qu'il y avait encore ces morceaux là.
là pour rendre hommage ce soir à un grand artiste guyanais, Eric Romney, qui nous a quittés cette année. Et ce soir, j'ai été choisi par l'association Méga Amazonie pour lui rendre cet hommage sur un magnifique duo en compagnie de Tonton Joe. Je répète, je suis au calme, j'aime bien m'isoler avant, quelle que soit la scène. Hein. On me connaît, grand stressman. Donc voilà, si vous voulez, on en reparle après. Mais pour l'instant, bah, gros bisous. À plus tard. Voilà, c'était comment vous avez l'un vécu justement ces coulisses-là? C'était pas mal, très bien organisé. Donc on a pu échanger avec les artistes notamment et puis avec quelques membres de l'organisation. Voilà, et puis on rappelle que vous verrez un peu les coulisses toujours des Lions d'Or prochainement sur ATG avec l'interview notamment de Jean-Pierre Caram et d'autres artistes aussi, Tano Brassé qui faisait partie aussi de l'organisation et parmi les animateurs qui présentaient ces Lions d'Or 2014. Donc on va vous donner rendez-vous prochainement. C'était les coulisses des Lions d'Or. Merci Vanessa. Allez, sans plus tarder, Théanie nous fait goûter des jus New Generation. Et surtout des jus bons pour la santé, j'imagine, Théanie. Bien oui, Gilles. Alors, on connaît tous les jus de base, jus de carotte, jus d'orange. Je pense que tout le monde connaît. Et puis, donc, les jus locaux, jus de maracuja et jus de cerise pays. Ou prune de citer. Oui, aussi. Ouais. Moi, j'ai dit mes jus préférés, donc d'accord. vous m'en voudrez pas. Oh non, pas du tout. Alors, pour ce soir, je vais vous présenter, on va commencer par quelque chose de local. Ça va être le jus de groseille pays. Je pense que Gilles, vous connaissez, vous adorez. Est-ce que vous connaissez un petit peu les vertus de ce jus? Sûrement un antioxydant? Alors, pas seulement un antioxydant, c'est aussi un antiseptique et il aide à lutter contre la constipation. Ah. Donc, c'est vrai que ça peut être important. On ne sait jamais. Mais c'est bien de le savoir. Oui, c'est bien de savoir. Et il est aussi appelé jus de bissap, puisque c'est un jus qui se trouve aussi dans tout ce qui est pays de l'Afrique. D'accord. Voilà, ce qui est aussi bon à savoir. Ensuite, notre petit chouchou de la soirée, qui va être donc le jus d'aloe vera. Vous pouvez voir à l'intérieur, on a des petits morceaux, qui est issu donc de la plante l'aloe vera, que vous voyez ici dessous. Le jus est donc extrait des feuilles. Alors celui-là, vraiment, il est bon pour tout. Ah oui, il est bon pour tout. Autant pour les cheveux, en soins, vous appliquez directement la gelée. Sinon, c'est un très bon détoxifiant. Il est aussi amincissant. Il aide pour les troubles digestifs. D'accord. Et puis, bien sûr, il tonifie un petit peu la peau. Mais il n'est pas très bon. Il faut aimer. C'est un petit peu visqueux. C'est assez spécial. Mais bon, quand on voit tout ce que ça apporte, on fera un petit effort. Voilà. Après, le classique, jus de carotte. Donc, qui est le jus le plus riche en vitamine A, puisqu'il vous apporte tous les besoins journaliers en un seul verre. Donc, ça peut être très bien. C'est ce que vous buvez le matin? Oui, tous les matins, bien sûr, pour la bonne ligne et puis pour le teint. Mais ça réduit aussi le risque de cholestérol. Et puis, un petit dernier que j'ai découvert la semaine dernière. Que je vais vous laisser goûter et puis vous me direz un petit peu... Ça donne pas mal au ventre, Non, non, c'est très bon. Après, à vous de deviner... D'accord, qu'est-ce que c'est? Oui. Je prends déjà l'odeur de la maracuja, déjà, mais ça n'a pas la couleur, donc... C'est très bon. Maracuja et... Il y a un arrière-goût de betterave. Un petit goût de betterave, tout à fait. C'est ça? Donc, voici, oui, un jus maracuja betterave, donc très riche en fer et qui réduit la fatigue grâce à la nitrine qui est présente dans le maracuja. Donc, à savoir qu'on retrouve ce jus-là sur Cayenne. C'est très bon, c'est à tester. Et vous trouverez aussi pas mal de petits jus, carottes, cannelle. C'est vraiment très bon. De beaux mélanges, on va dire, qui sortent des jus classiques. En fait, pour moi, ce jus, c'est une manière de faire aimer la betterave, qui est un légume peu apprécié en général. Et allié à la maracuja, c'est vraiment très bon. Très bien. Donc, on peut retrouver ça sur les marchés ou non? Oui, sur les marchés, dans les petits commerces où on peut acheter à manger, vous retrouverez tous ces petits jus. Pas mal, effectivement, maracuja, betterave, et en plus c'est bon pour la santé, donc tant mieux. Merci Théanie pour tous ces jus New Generation. Voilà, je l'ai appelé comme ça. Allez, notre deuxième invité, Sylvain Marie-Magdeleine, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes secrétaire général de Sud-CT. Vous avez entendu le président Alain Tianlang. Je rappelle que vous êtes là pour la situation notamment des archives départementales. Donc vous avez entendu le président Tianlang. Première chose, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ses propos de tout à l'heure? Oui, d'abord, je vais saluer fraternellement tous les collègues du Conseil général. Oui. Et bien entendu,
notre population qui nous écoute, la population de la Guyane. Donc, oui, donc enfin, le premier commentaire à chaud, qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'il parle de féodalité? Oui. Bon, je suis un petit peu surpris, féodalité dans la féodalité. Nous sommes dans un système de droit, donc nous sommes régis par un statut, a fait plus d'un demi-siècle, donc le statut général de la fonction publique, et plus particulièrement pour la fonction publique territoriale, c'est le statut de 1984. Et donc ce statut s'applique à tous. D'accord. Donc il s'applique à tous. Donc vous voulez pas le personnel. De féodalité. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, mais je suis un petit peu surpris. Lorsqu'il parle de féodalité, il y a des règles de droit qui s'appliquent. Qu'avez-vous à reprocher au président Tianlong en vérité? Non, mais moi je ne fais pas de problème de personne. Donc je suis un syndicaliste, je suis un fonctionnaire de la collectivité, je suis un élu du personnel du Conseil général. Il y a des règles de droit qui doivent s'appliquer. Alors notamment, donc en l'espèce, puisque je rappelle que le personnel du service des archives départementales donc, sont jusqu'à l'heure actuelle en droit de retrait. Donc ils ont exercé le droit d'alerte et le droit de retrait pour se protéger justement de risques sanitaires, d'autres risques, donc les risques d'incendie, les risques d'organisation, et donc, donc un ensemble de risques sur lesquels le personnel s'est positionné. Et donc, face à ces risques, donc, ils ont utilisé le droit de retrait. Donc, c'est un décret de 85 qui légitime ce droit d'alerte et ce droit de retrait. Sylvain Marie-Magdeleine, il y a des documents historiques bradés sur eBay. Comment expliquer tout cela? Vous êtes garant des archives normalement. Comment on peut expliquer cela? Oui, alors d'abord, donc enfin, qui est garant des archives? C'est vous, les agents? Non, c'est d'abord l'employeur. L'employeur, il est propriétaire. Oui. Attendez que je termine. Oui. Donc l'employeur, il est propriétaire des locaux. Donc il a il a quoi? Il est garant, donc propriétaire des locaux. Alors, il est propriétaire des locaux. Bien sûr, il a donc une responsabilité sur la sécurité des biens et des personnes. Oui, bien sûr. Okay, donc, alors, et bien sûr, les obligations, les droits et les obligations s'appliquent autant pour le patron de la collectivité, le président du conseil général, que pour les agents. Donc, moi, je reviens justement à l'exercice de ce droit de retrait. Donc, les agents ont mis en œuvre pour se protéger vis-à-vis des risques sanitaires, des risques d'incendie, etc. Parce que n'oublions pas que les archives abritent des documents d'ensemble, des documents anciens, des documents historiques, et il y a le risque d'incendie. Et d'autant plus que c'est un bâtiment classé. D'accord. Vous n'avez pas répondu à ma question, M. Marie-Magdeleine. Comment on peut retrouver des photos d'archives de la Guyane bradées sur eBay? Comment vous pouvez expliquer ça à vous? Bon, alors moi, je suis surpris, parce que pour moi, je m'interroge. Ce sont des affirmations gratuites. Moi, ce sont des affirmations gratuites. C'est faux? C'est faux? Oui, d'autant plus que nous avons rencontré donc, enfin, la direction des archives du Conseil général, donc le conservateur. Le conservateur nous a répondu oui, que nous avons porté plainte contre X, nominativement, on ne sait pas, etc. Ah, on ne vous accuse pas, vous. Je dis, mais est-ce que c'est faux? Vous dites que c'est faux. Je ne vous accuse pas, bien sûr, je suis mal placé pour le faire. Je dis, comment ça se fait qu'on retrouve tout ça sur Internet? Alors, fort possible, puisqu'il y a des problèmes d'insécurité. Il y a des problèmes d'insécurité sur le bâtiment. Donc, même la conservatrice le reconnaît. N'importe qui peut rentrer. Donc, en fait, dans ce bâtiment, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra dans le bâtiment? Non, il n'y a pas de caméra dans la... non, c'est bien, il n'y a pas de caméra. Oui, tout à fait. Le fonctionnement des archives. Voilà. Théanie. Que disent justement les rapports d'inspection des archives? Oui, alors on découvre sur la presse, la presse relaye donc, cette information, donc, et nous-mêmes nous découvrons justement sur la presse qu'il y a des rapports. Oui. Or, c'est faux? J'avançais. D'accord. Alors on parle de rapports, d'extraits de rapports, etc.
Et donc, moi, ce qui me surprend, c'est que nous avons des instances paritaires au Conseil général. Okay? Donc, il y a une obligation d'information du personnel. Okay? Donc, notamment le CHSCT. Oui. Donc, le CHSCT doit être convoqué par le président du Conseil général, justement, pour faire état, justement, de ce type de situation. Donc, il y a une obligation, justement, d'information, donc avec de sécurité et de protection fonctionnelle de son personnel. Il y a des procédures qui doivent être... Vous répondez à côté, quand même, donc, par être rapport mises à en la œuvre. question. Vanessa. Reformuler différemment, parce que... pas de problème, allez-y. Comment sortir de cette impasse et quelles sont vos propositions? Oui, alors sortir de cette impasse... à un moment donné, il faut en sortir. Oui. Donc, enfin, moi, je suis clair. Hein. Moi, je dis clairement, le CHSCT est une instance paritaire du Conseil général qu'il faut absolument convoquer sur cette question. Et rien n'empêche le président du Conseil général de prendre des mesures immédiates, des mesures provisoires pour pouvoir sécuriser justement les lieux. Donc, il y a des urgences sur le plan sanitaire, sur le plan de la sécurité, et rien ne l'empêche justement à mettre en œuvre des actions d'urgence rapides. D'ailleurs, c'est ce que nous demandons, d'autant plus que le personnel fait des propositions dans ce sens. Mais malheureusement, le personnel n'a pas entendu. Et il y a même des suspicions, justement, vol, qui s'ajoutent justement à ces risques sanitaires, d'insécurité, etc. Menace de licenciement de la part du président. Ce sont des accusations graves. C'est vrai, ça, ou pas? Oui, très grave. Oui, très grave, dans la mesure... il y a 2 agents publics qui ont été déplacés. Donc, il a relayé sur les ondes. Il a dit tout à l'heure, il ne fait pas de licenciement. Hein. Comment? Il a dit tout à l'heure qu'il ne faisait pas de licenciement, qu'il les a simplement déplacés. Alors entre ce qu'il dit... Les agents, ils sont licenciés ou pas? Non, pour l'instant, il n'y a aucun agent qui est licencié. Hein. D'accord. Eux sont des déplacements, mais ce sont des affirmations que le président du Conseil général a tenues devant le personnel et devant les syndicats qui étaient présents le lundi 22 septembre. Hein? Donc, voilà, bon... moi, je peux témoigner. Ça sera ma dernière question. Je peux témoigner. Vous remettre autour d'une table et revenir à la raison, c'est possible ou pas, entre vous et le président du Conseil général? Oui, mais tout à fait, tout à fait. Nous sommes dans cet état d'esprit, nous sommes pour l'apaisement, nous sommes justement pour que les règles de droit soient appliquées, parce que moi, je ne peux pas entendre qu'il y ait des choses aussi abjectes, dire que le personnel refuse l'autorité de la hiérarchie, etc. Bref, alors le conservateur lui-même reconnaît qu'elle souffre de moyens d'encadrement. Hein, elle dénonce depuis 2012 l'absence de moyens. Donc ça, vous ne pouvez plus... Ça... Voilà, et de sécurité pour les lieux. D'accord. Donc, voilà. Ok, très bien. Merci, on a bien compris. Donc il ne faut pas dire... comment dire une chose et son contraire. Donc il faut être cohérent. Et nous le sommes. Voilà. Très bien, merci. Donc nous, c'est pour le respect des règles de droit. Et voilà. Donc le CHSCT, pour nous, c'est impératif. Il faut que le CHSCT soit réuni justement avant le 13 octobre. C'est noté. Avant le 13 octobre. Merci pour l'information. Sylvain Marie-Magdeleine, je rappelle, secrétaire général de Sud-CT. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Il était important de ne pas mettre le président Tianlong face à vous pour ne pas qu'il y ait de débats qui tourneront. C'était important d'avoir vos explications dans le calme et celles de M. Alain Tianlong. Merci les filles, à demain. D'accord, très bien, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain à la même heure en direct sur ATG pour le rendez-vous de l'info à 19h. Sans plus tarder, voici le journal de BFM. Ciao, à demain.